Bonjour à tous. Bienvenue donc dans cette conférence sur les pathologies neurologiques chroniques et la grossesse. Donc moi je suis Marie Bruyère, anesthésiste à l'hôpital Bicêtre en maternité. L'objectif de cette présentation, c'est de faire un peu le tour de toutes ces pathologies neurologiques chroniques. Il y a beaucoup de pathologies et donc le but, c'est de pouvoir vous donner des messages clairs à la fin de cette heure de présentation. Donc, je vais faire le tour des orateurs. Je vous présente Agnès Le Gouez, juste à côté de moi. Elle est anesthésiste réanimatrice à l'hôpital Antoine Béclère à Clamart. Elle est aussi membre du comité d'administration du Carreau et elle travaille en tant qu'assesseur au comité de mort maternelle. Ensuite, on a Quentin Ménard, qui est anesthésiste réanimateur à l'hôpital Bicêtre en maternité. Il est spécialiste en anesthésie obstétricale. Il est aussi assesseur au comité national des morts maternelles. Mathias Rossignol, il est anesthésiste à l'hôpital Lariboisière à Paris, en réanimation chirurgicale et au SAMU. Et il est expert aussi au comité national des morts maternelles. Et enfin, on a le plaisir d'accueillir Anne Herbrecht, qui est neurochirurgienne à l'hôpital Bicêtre et qui va nous éclairer un peu sur ces pathologies. Donc, comme vous le savez, c'est une session interactive. N'hésitez pas à poser vos questions et on essaiera tous d'y répondre. Tous nos 4 experts vont y répondre le plus possible pour vous aider dans votre pratique quotidienne. Comme on est un 1er avril, je ne garantis pas une session sans blague, mais en tout cas, pour les présentations, normalement, c'est du sérieux. Voilà, donc sans plus attendre, je passe la parole à Agnès, qui va nous parler de sclérose en plaques et grossesse. Merci Agnès. Merci Marie. Donc on va parler ensemble de sclérose en plaques et grossesse. La bonne nouvelle, c'est que les neurologues ont publié en 2022 des recommandations sur la grossesse et la sclérose en plaques. Alors, que nous donnent ces recommandations récentes ? Eh bien, ils écrivent noir sur blanc qu'il est recommandé de proposer aux patientes atteintes de sclérose en plaques les mêmes modalités d'analgésie et d'anesthésie pour l'accouchement qu'en population générale. Donc, mon topo pourrait s'arrêter là. Ça me faciliterait le travail, mais je voudrais bien qu'on aille ensemble un petit peu plus loin. Le premier problème, on va dire, qu'on peut soulever avec ces recommandations, c'est que malheureusement, il n'y a pas d'anesthésistes qui ont participé à leur rédaction et d'ailleurs pas non plus d'obstétriciens sur ce sujet, sur grossesse et sclérose en plaques. Et puis, le deuxième point à soulever, c'est que ces recommandations sont des recommandations de grade C, donc on peut en conclure que la littérature n'est pas une littérature à haut niveau de preuve. Alors, quel est le problème, on va dire pourquoi peut-on discuter ces recommandations ? Bon, on peut se permettre de les discuter parce que c'est des recommandations de grade C, déjà. Pour rappel, la sclérose en plaques, c'est une démyélinisation en plaques des axones et c'est une maladie qui est très hétérogène, à la fois d'un patient à l'autre et puis dans son expression des symptômes et également dans le mode évolutif. Ce qu'on craignait historiquement, c'est d'exposer des zones médulaires démyélinisées aux potentiels effets neurotoxiques des anesthésiques locaux qui ont pu être mis en évidence dans des études in vitro ou parfois même dans des études comparées à des volontaires sains, comparant des patients avec des scléroses en plaques. Pourquoi est-ce que les neurologues ont fait cette conclusion ? C'est parce que dans la littérature, on a des séries prospectives ou rétrospectives, des séries de patientes, la plupart du temps sur environ 400 patientes, où il est écrit en conclusion de ces études, la péridurale n'a pas d'impact sur la survenue de poussées en postpartum. Moi, ce qui me gêne, c'est que la péridurale, ça ne veut rien dire. C'est une voie d'abord. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que je mets dans cette péridurale ? Quelles molécules ? Quelle dose ? Quelle concentration ? Quels adjuvants ? Et ça, dans les séries qui sont publiées par les neurologues, il n'y a pas du tout de différenciation entre les molécules et est-ce qu'on fait de l'analgésie ou est-ce qu'on fait de l'anesthésie. Alors, on a quand même des anesthésistes qui se sont préoccupés de cette question et emparés de cette question. Je pense notamment à l'équipe de Lionel Bouvet à Lyon, qui ont publié en 2021 cette revue rétrospective sur 118 accouchements chez 104 patientes. Donc, il y avait parmi ces 118 accouchements 78 voix basses et 40 césariennes. Alors, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est une étude d'anesthésistes. Ils ont fait le distinguo entre analgésie neuraxiale, 50 patientes, et anesthésie neuraxiale, 46 patientes. Et puis, ils ont regardé aussi les patientes qui n'avaient ni l'un ni l'autre. Ce qu'ils ont regardé, c'est le nombre de poussées dans les 3 mois du postpartum. Et donc, ils avaient 26% de patientes qui avaient des poussées en postpartum. C'est ce qu'on retrouve classiquement dans la littérature. Hein. Donc, on va dire des patientes qui correspondent à ce qu'on a pu voir dans les séries prospectives ou rétrospectives.
qu'ont-ils montré dans leur article? C'est qu'il n'y avait pas de lien entre l'analgésie ou l'anesthésie, qu'elle soit par voie péridurale ou rachidienne, et la survenue de poussées dans les 3 mois du postpartum. Il n'y avait également pas de différence dans les doses d'anesthésiques locaux ni dans les adjuvants administrés entre les patientes qui ont fait des poussées en postpartum et celles qui n'en avaient pas fait. Donc cette étude se veut rassurante, mais je rappelle que c'est une étude rétrospective, donc il peut toujours avoir un biais d'indication sur la péridurale, et peut-être que les patientes les plus graves n'en avaient pas eu. Et puis, peut-on conclure sur 46 patients ayant reçu une anesthésie neuraxiale? Je laisse la question ouverte, mais en tout cas, c'est notamment avec cette étude que les neurologues ont été rassurants dans les recommandations qu'ils ont pu émettre récemment. Alors, si on veut résumer un petit peu ce que dit la littérature sur la sclérose en plaques et l'anesthésie, je pense que pour les patientes, leur administrer une péridurale, comme on fait maintenant, low dose en mode PIEB, c'est quelque chose qu'on peut proposer à l'ensemble des patientes qui ont une sclérose en plaques. Mais je serais plus modérée que nos confrères neurologues quand les patientes ont eu des poussées récentes ou a fortiori ont une poussée en cours et qu'on doit leur proposer de l'anesthésie. Je pense que ça nécessite une analyse au cas par cas et de mettre bien en balance quels sont les bénéfices attendus de la rachianesthésie dans ce contexte et pour cette patiente, et quels sont les maléfices, on va dire, qu'on puisse attendre de ces techniques d'anesthésie loco-régionale chez une patiente qui est en poussée ou qui vient d'en faire une. Et un dernier point, je pense qu'il est important d'inclure la patiente dans la réflexion et de l'informer à la fois des recommandations des neurologues, puisqu'elles sont publiées et qu'ils connaissent évidemment parfaitement ces pathologies, et à la fois peut-être dans nos réticences qu'on peut avoir en ce qui concerne la pratique d'une anesthésie et non pas d'une prise en charge analgésique simple du travail. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la sclérose en plaques et grossesse. Merci beaucoup Agnès. Donc si je résume, elles peuvent toutes avoir une péridurale. Oui, ça je pense qu'en 2023, avec les péridurales qu'on fait, low dose, avec des modes modernes d'administration, je pense que les craintes peuvent être levées. D'accord. Par contre, pour les rachianesthésies pour césarienne, par exemple, ou fin de travail, toi, tu dirais que si elle a un déficit, on va dire, depuis longtemps, pourquoi pas? En fait, si le déficit est fixé, je crois que, malheureusement pour la dame, mais en tout cas, je ne pense pas que notre anesthésie va modifier le caractère fixé de ce déficit. Et donc, à mon avis, finalement, c'est peut-être plus facile de lui proposer de l'anesthésie loco-régionale. Ou je serais plus modérée, parce que, à mon avis, on ne sait pas. C'est la patiente qui a une CEP assez instable, avec des poussées qui sont récentes, voire en cours. Est-ce que nos anesthésiques locaux vont gêner la récupération de ces poussées? Je pense que malheureusement, il n'y a pas de données dans la littérature franche qui permet de répondre à cette question. Et c'est pour ça que d'en informer la patiente, c'est important. Et puis de ne pas se mettre non plus dans la difficulté. Je pense que les recommandations des neurologues, elles ont cet avantage-là, que si, pour nous, l'anesthésie générale, elle s'annonce compliquée, la dame vient de manger, elle est obèse, elle a des critères de ventilation difficiles, et grâce à ces recommandations des neurologues, ça penche dans la balance pour dire, allez, finalement, il y a quand même un surrisque vrai de l'anesthésie générale, allons-y pour la rachianesthésie. Maintenant, sur une césarienne programmée d'une dame à jeun, tamponnée, qui n'est pas en surpoids, je pense que ça vaut le coup au moins de se poser la question, est-ce que c'est bien la rachianesthésie qu'il faut proposer à cette patiente qui a de toute évidence une maladie, une CEP sévère et évolutive. Ouais. Voilà. Et informer la patiente que la réponse n'est peut-être pas si claire que ça, en tout cas dans la littérature. D'accord. Et en ce qui concerne le type d'anesthésiques locaux, on en avait discuté. Est-ce que tu penses qu'il y en a certains qui sont plus toxiques que d'autres, qu'il faut éviter, peut-être les trop concentrés, peut-être les... En fait, c'est ce qu'on dit. On sait que plus l'anesthésique local est concentré, plus il est administré de façon prolongée sur des nerfs en souffrance, plus il y a de risques pour le nerf en lui-même. Mais il n'y a pas de données dures dans la littérature pour faire privilégier un autre anesthésique local par rapport à un autre. Et donc la xylocaïne 2% adrénalinée, si on passe en césarienne, par exemple, ça relève de l'anesthésie et plus de l'analgésie. Donc pareil, il faut, à mon avis, refaire le raisonnement au cas par cas, parce qu'on rentre du coup dans l'anesthésie par voie péridurale et on n'est plus dans la simple analgésie de travail avec du low dose, sans bloc moteur. D'accord. Et oui, pour la surveillance postpartum,
peut-être repréciser comment on fait pour chez ces femmes quand elles ont une péri? Oui, alors pareil, pas de données dans la littérature, mais on va dire du bon sens. Je pense qu'il est important de surveiller ces femmes, vérifier que le bloc moteur, s'il y en a eu un, ou le bloc sensitif se lève. Et s'il ne se lève pas, ou il se lève à retardement, ou si on a une inquiétude, l'avis du neurologue est important pour discuter, est-ce qu'on pense que c'est une poussée ou pas, et auquel cas il y a des traitements qui doivent être administrés et qui relèvent du spécialiste de neurologie. Mais en tout cas, ça me paraît sensé de surveiller de façon plus attentive, on va dire, ces patientes sur la levée effective du bloc, qu'il soit sensitif ou moteur. D'accord, pardon. Ok, j'ai pas de questions encore sur le chat, donc je continue un petit peu. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions d'autres experts? En cas d'AG, s'il y a un déficit, plutôt rocuronium que cello sur l'histoire d'hypercalémie. Ouais. Oui. S'il Le est déficit est constitué? Oui. Oui, tout à fait. D'accord. Alors attends, je regarde parce qu'on avait préparé quand même quelques questions. Oui, les traitements, tu as dit, il n'y a rien de particulier sur les traitements. Il faut les poursuivre en cours de grossesse, j'imagine. Oui, alors ça, c'est vraiment, tout ça, là. Ça, c'est vraiment de l'avis de spécialistes. Oui. Là, pour le coup, les neurologues, ils détaillent bien dans leur revue de la littérature quels sont les traitements qu'on peut poursuivre et quels sont les traitements qui sont arrêtés. Donc, la patiente, normalement, est conseillée en début de grossesse, voire en préconceptionnel par son neurologue. Et là, c'est vraiment à eux qu'il faut se fier. C'est eux qui vont dire ce qu'on poursuit ou ce qu'on arrête. Et pareil, puisqu'on est dans les traitements, il n'y a pas de traitement qu'on fait la preuve de leur efficacité dans le postpartum sur la prévention de survenue de poussée dans le postpartum. Donc pareil, c'est l'avis de neurologues hyper spécialisés. C'est eux qui décident si la patiente doit bénéficier d'un traitement ou pas. Est-ce que tu crois que ces femmes, il faut qu'elles soient suivies dans une maternité spécialisée où il y a des neurologues, ou ça peut être suivi dans leur maternité de secteur? Non, je pense que si le lien avec le neurologue qui suit la patiente se fait facilement, il n'y a pas de nécessité que ces patientes soient suivies dans un centre particulier. Ce qui compte, c'est vraiment les recommandations de son neurologue traitant, si je puis dire, sur qu'est-ce que je fais des traitements pendant la grossesse, comment je les arrête, comment je les gère. Mais il n'y a pas de surqualification, on va dire, d'un hôpital par rapport à un autre pour prendre en charge ces patients. Il faut que le dialogue avec le neurologue se fasse, et il se fait la plupart du temps très bien. D'accord. Ouais, ça, c'est important parce que comme il y a des maternités qui sont de secteurs où il n'y a pas de neurologue, enfin, c'est plus fréquent que des maternités où il y a un neurologue, souvent, ces patientes-là, on est un peu frileux de les suivre dans ces endroits-là, de faire des péridurales, etc. Mais c'est le cas chez nous. Il y a une neurologue qui est là la journée, qui fait ses consultations, mais qui n'est pas là tout le temps. Mais on prend en charge ces patientes. Et d'ailleurs, on la sollicite finalement très peu, puisque c'est le neurologue qui connaît bien la patiente, qui connaît bien son antériorité, qui connaît bien ses lésions à l'IRM ou pas et ses traitements antérieurs, qui, lui, va être ou elle va être le référent pour cette prise en charge. Ça, c'est un message qui est intéressant, parce que c'est-à-dire qu'il ne faut pas les forcer à aller accoucher à 150 bornes, sous prétexte qu'il y a un soin hyper spécialisé, parce qu'en fait, s'il y a une sclérose en plaques, soit elles vont faire un accident de péri comme très rare, et que ça, on sait gérer, parce que ça arrivait en dehors d'une CEP. Enfin, si elle fait un hématome périmédulaire ou une convulsion, ce n'est pas lié à sa maladie. Et s'il y a une complication de la péridurale liée à la CEP, ça ne sera pas de toute façon un truc qui nécessitera un geste d'urgence à la minute près. Donc, en fait, c'est des gens qui doivent en effet probablement avoir des avis spécialisés, mais accoucher à leur endroit normal, plutôt que de faire 150 km pour rien, quoi. Ouais. Et dernière question, est-ce que tu penses qu'il faut y avoir plus tôt qu'à 34 semaines en consultation d'anesthésie? Ça là, je l'avais pas prévu. Elle l'avait pas prévu, celle-là. C'est une bonne question. Je pense qu'il y a CEP et CEP. C'est-à-dire que la patiente qui a fait une NORB une fois, qui n'a pas de traitement de fond et qui a une IRM quasi normale, c'est pas la même que la patiente qui fait des formes rénitantes et qui en fait est finalement en poussée quasiment continue. Et on ne peut pas les mettre entre guillemets dans le même panier. Donc si les obstétriciens ont une inquiétude, ou si la patiente est particulièrement demandeuse d'une anesthésie loco-régionale, ou si on sait d'emblée qu'elle va avoir une césarienne programmée, peut-être que ça vaut le coup de l'avoir un petit peu de façon anticipée pour pouvoir bien discuter avec elle justement de la stratégie d'anesthésie et non plus d'analgésie. Ouais, je suis d'accord. Les autres, qu'est-ce que vous en pensez? D'accord, parfait. Bon, bah, très bien, pas de questions.